Il a conservé sa ceinture UFC mondiale des poids lourds. C'était le dimanche 23 janvier 2022, on va dire dans la nuit du samedi à dimanche. C'est le monde entier, c'est pas seulement les Camerounais, c'est le monde entier qui était éveillé à suivre ce combat, les petits comme les grands. Francis Ngannou a une fois de plus fait honneur à tout un continent et au Cameroun en particulier en battant naturellement son adversaire, le Français, on va dire ça comme ça, Cyril Ngane, qui au sorti de là lui a quand même fait un petit message. De quoi il s'agissait exactement? Dans tous les cas, mesdames et messieurs, on a la chance d'avoir Francis Ngannou ici au Cameroun et il nous fait l'honneur en nous accordant on va dire quoi, cette interview pour nous permettre de comprendre certaines choses. Alors, on va dire bon après-midi ou alors bonsoir, tout simplement à Francis Ngannou, tout en lui souhaitant naturellement la bienvenue dans son pays, le Cameroun. Bon après-midi, Francis. Bon après-midi, Esther. Comment tu vas? Je vais bien. J'ai l'impression de rêver. Je me demande, mais est-ce que c'est lui le Francis ou pas? Qu'on a vu le 23 en plein combat. Voilà. C'est bien lui. C'est bien lui, en chair, en chair et en os. En chair et en os. Voilà. D'accord. Je peux le toucher hein, pour me rassurer que c'est pas, hein, que c'est du réel. Et c'est vrai, c'est lui, hein, c'est vraiment Francis Ngannou. Alors Francis, comment il se sent au pays quand on revient avec, on va dire quoi, une couronne comme celle-là, quand on maintient sa ceinture, quand on maintient le trophée, on va dire ça comme ça? On se sent bien. Je me suis toujours senti bien quand je reviens au pays de toutes les façons. Donc la ceinture, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Oui. Ouais, surtout après un combat, vous savez, un combat, beaucoup de contraintes, beaucoup de discipline et ça fait beaucoup de stress. Donc après le combat, on a juste envie de relâcher un peu, d'aller auprès des gens qu'on aime, de voir ce qui nous manque le plus, la famille, et voilà. Alors, Francis Ngannou, je ne vous coupe pas, mais vous nous aviez habitués à une victoire aussi rapide, c'est-à-dire à moins de 10 minutes, mais sauf que lors du dernier combat, ça a pris un peu de temps, on va dire quoi, 25 minutes, 20 minutes? 25 minutes, c'était le temps réglementaire. Oui, ça vous a pris le temps réglementaire et les Camerounais en particulier se disaient « Ah, il fallait être debout ». On a vu les enfants, les moins âgés, les vieux être debout à partir de minuit parce qu'on se disait « Francis Ngannou ne perd pas le temps. Si on dort beaucoup, au moment de se réveiller, il aura déjà terminé ». Mais sauf que là, on a vu un Francis Ngannou aller jusqu'au bout. C'est combien de rounds? 5 rounds? 5 rounds. 5 rounds, voilà. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, Francis? Le combat s'est passé. Et, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui ont joué dans ce combat. L'adversaire lui-même qui a bien su installer son jeu et a esquivé le contact au plus longtemps possible. Et il y a plusieurs choses qui ont été prises en compte sur ce combat parce que je savais, on se connaît un peu. On ne se connaît pas trop, mais on se connaît un peu. Un peu, c'est-à-dire combien d'années vous avez déjà eu à travailler ensemble? Vous avez déjà fait des entraînements ensemble? Oui, vous l'avez rencontré? Oui, on s'est entraîné pendant peut-être 3 semaines. On a fait à peu près 6 à 7 séances d'entraînement ensemble. Donc, on se connaît un peu. Et son style est opposé du style de mes précédents adversaires. Il est plus défensif qu'offensif. Donc, il ne donne pas la chance... il n'aime pas prendre les risques et du coup il ne donne pas la chance à l'adversaire de le toucher, il préfère rester à distance et ça on le savait, on savait que avec son style c'était compliqué. Bon, il y a eu aussi un deuxième élément qui n'a pas été le moindre, qui était ma blessure de genou, qui ne m'a pas permis d'être stable sur mes appuis pendant les 2 premiers rounds. C'était quel genou, Francis? On a la chance de vous avoir là. C'était lequel des deux? Dites-nous, montrez à nos caméras, les caméras d'Equinox Télévision. C'était quel genou? Celui-ci ou celui-là? C'est mon genou droit. Ah, le genou droit. Oui, à 3 semaines du combat, j'ai eu une fracture du genou. Une fracture. Alors, j'ai eu le ligament croisé antérieur, le ligament latéral intérieur qui s'est complètement déchiré et le ligament fémoro-patellaire médial ici qui relie la rotule sur le fémur
qui s'est un peu endommagé. Donc, Lors d'un entraînement, c'était... oui, c'était lors d'un entraînement. Oh là là, combien de temps avant le combat? 3 semaines. 3 semaines avant. 25 jours très exactement, parce que ça s'est passé le 28 décembre. Non. Et là, vous Oui. dites quoi? C'est fini, je peux rien faire? Non, il n'y avait pas cette option. Je pense que selon les médecins, déjà, il fallait que j'annule le combat parce que la situation était grave. Ils attendaient juste que j'annule le combat et j'en ai vu 3 médecins. 2 ont recommandé d'annuler le combat. L'autre, bon, n'était pas très optimiste, mais il n'était pas pessimiste non plus. Alors, j'ai pris ça comme positif, quoi. Et, Donc leur refus n'était pas catégorique, quoi. Je dis non, 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 il ne va pas jouer. Il ne va pas... non, ça ne peut combattre. pas être catégorique. Mine de rien, c'est un avis médical. Ça ne peut pas faire effet sur la décision. C'est une décision médicale. Et jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière semaine, mardi, la semaine du combat, un médecin m'a dit pareil, que tu peux subir des dommages irréversibles. Donc, faudrait, à ta place, j'annulerais ce combat. Mais il se faisait tard. Pour qui? Il se faisait tard pour moi pour annuler le combat parce que psychologiquement j'étais prêt et il y avait beaucoup d'enjeux dans ce combat. Donc j'avais déjà beaucoup travaillé avant ma blessure et j'étais confiant pour le travail que j'avais abattu. Je savais que même avec ce genou, en plus du travail qu'on a fait, ça pouvait quand même me permettre de faufiler, quoi. Est-ce que sur le plan équilibre, vous réussissez à poser cette jambe par terre? Si, je pose par terre, mais juste que je ne peux pas subir beaucoup de pression sur cette même... Donc c'était trop risqué. Oui, je ne peux pas m'entraîner avec confortablement, mais quand même. C'était trop risqué, Francis. Aujourd'hui, avec le recul, vous dites ça? C'était risqué. On fait un sport de combat, c'est risqué. Qu'on soit blessé ou pas, c'est risqué. Et la vie en elle-même, elle est risquée déjà. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas dit, votre adversaire, puisque vous êtes, on va dire, une star, vous êtes le prédateur connu mondialement, est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas dit que votre adversaire pouvait jouer sur ça? Si. Pour vous avoir le plus rapidement possible? Si, mais à un moment donné, en même temps, je me dis aussi que je peux éviter qu'il joue sur ça. Je peux utiliser ça je peux utiliser d'autres atouts et frayer mon petit chemin pour chercher la victoire du combat. Ce qui s'est passé, parce que je n'étais pas au top de ma performance, de ma forme physique, mais j'ai quand même pu gérer de façon à obtenir la victoire. C'est le plus essentiel. Et ça s'est ressenti un tout petit peu. Personnellement, j'ai regardé ce combat en direct dans les coups de 6 heures. Tout le monde, on avait au Cameroun. Donc, et puis à un moment donné, j'ai vu un Francis arriver un peu fatigué. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? En entrant, ce n'est pas la même chaleur qu'il a, mais je ne comprenais pas. C'est maintenant quand vous expliquez que j'ai compris. Et même sur le stade, comment on appelle ça? C'est pas le stade, mais c'est quoi? C'est le rond? L'octogone. Vous appelez ça quoi? L'octogone. Là où le combat se fait, oui. se passe? C'est l'octogone. Oui. D'accord, merci. Parce que ça a 8 côtés. Oui. Et même là, on voyait un Francis attentiste. Il fallait jouer quoi? Sur le moral, parce qu'en face, on avait un adversaire grand. Il fallait jouer sur la patience, sur l'expérience, sur la ruse. Parce que une fois de plus, je n'étais pas stable sur mes appuis, alors je ne pouvais pas miser sur ça. Il fallait attendre qu'il donne une opportunité autre que ce que je saisis d'habitude ou que je crée d'habitude. Et c'est ce qui s'est passé après le deuxième round. Parce qu'après le deuxième round, je me suis rendu compte, j'étais conscient que je perdais le combat, mais je savais que c'était un combat de 5 rounds et que j'allais revenir. Et c'est l'esprit avec laquelle j'ai abordé le troisième round. Comme quoi, il est temps de prendre les choses en main, quoi. Alors au premier round, on voit un Francis qui réussit quand même à l'attraper comme il sait le faire et le maintient quelque part dans une position, mais il vous échappe quand même, Francis, à ce moment. Ben oui, il s'entraîne aussi, hein. Croyez pas que il fait pratiquement les mêmes entraînements que moi, donc toutes les techniques que vous faites, il le sait. Figurez-vous que le combat consiste à frapper sur l'autre. Mais
non seulement l'autre, il s'entraîne pour ne pas se faire frapper dessus, mais pour frapper aussi. Donc au final, c'est pas facile. Au deuxième round, Francis a l'impression qu'il a perdu le combat. Mais on va J'ai au pas trop. l'impression que j'ai perdu le combat. Je sais que je perds aux yeux des arbitres, mais le combat, il fait 5 rounds. J'ai pas l'impression. Parce Oui. que le combat, ça ne s'arrête pas au Oui, deuxième ça fait 5 round. rounds. Mais au Ouais. troisième maintenant, qu'est-ce que vous dites? Non, au troisième, je me dis là, il faut y aller. Là, faut que le fusil change d'épaule. Voilà. Alors, dites-nous, Francis, qu'on a la chance de vous avoir. Quand on marque les pauses, là, vous revenez, on vous enlève, comment vous appelez ça? Le protège-dents. Le protège-dents. Il y a des fois où vous en avez des protège-dents verts et rouges. Oui. J'ai vu sur des vidéos aussi, il y en a des verts ou jaunes. Alors, quand on En fait, vous chacun décide de faire ce qu'il veut avec son protège-dents. et quand on vous enlève ces protège-dents, là, il y a des gens qui viennent vous parler. Qu'est-ce qu'ils vous disent à ce moment-là? Bon, il vous donne des instructions. Si vous avez élaboré un plan, il vous donne les directives. Parce que quand on est dans le combat avec l'adrénaline, on n'est pas assez lucide. On a parfois tendance, on peut oublier ou passer à côté de ce qui était le plan initial. Alors, ils vous apportent ce qu'ils ont observé de l'extérieur, puisqu'ils ont plus d'angle de vue que vous qui êtes sur le terrain. Ils ont plus de visibilité sur le combat et sur votre adversaire que vous. Ils font des études de la situation et essaient d'apporter une solution pour s'adapter, quoi. Mais pour la plupart du temps, dans le combat, c'est un peu instinctif. La réaction doit être instinctive. Voilà. Donc, en ce qui vous concerne, premier on vous dit quoi? Ce Ngan-là, il est trop résistant ici, il ne faut pas essayer de faire ça, il faut le prendre, il faut le ramasser par les pieds. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, en ce qui vous concerne? Non, je ne dis rien, j'observe le combat. Je sais que le combat ça va être une longue soirée. J'ai su ça dès le premier round. Et Que le ça coach, devait il est être là? une longue soirée et que je ne devais pas me précipiter. Oui. Et le coach, il est là à ce moment? Il est parmi ces gens-là qui parlent, qui viennent vous chuchoter lorsqu'il y a la pause? Oui, c'est les coachs, c'est l'équipe. Il y a 2 personnes qui ont le droit d'entrer dans l'équipe et c'est eux. Et vous prenez en considération, et vous êtes arrivé parfois de battre en brèche ce qu'ils vous disent, ou alors vous prenez totalement en considération ce qu'ils vous disent? C'est toujours important d'écouter ce que le coach dit, mais une fois de plus, ce sont des théories qui peuvent être utiles parfois, mais parfois le combat se joue plus sur l'instinct, l'improvisation. Un coach ne va pas te dire, ok, esquive le coup et mets le coup de poing. Ça, tu le sais. C'est le fait qui n'est pas facile. Justement. Voilà. Donc, et du coup, quand tu as un adversaire en face, quelqu'un qui est en face et qui veut t'arracher la tête, tu ne penses pas ou... C'est pas la théorie, c'est la pratique. Quand tu vois un coup arriver, tu n'attends pas qu'on te dise d'esquiver. Tu sais que si je vois, j'esquive. Et si j'ai la possibilité, j'engage aussi. Donc, oui. Mais aussi, il y a aussi la gestion du combat. Comment accélérer, comment lever le pied et tout cet ensemble, l'aspect du combat. Où est-ce que je me situe dans ce combat à l'heure actuelle? Est-ce que je gagne? Est-ce que je perds? Qu'est-ce que je fais de bien? Qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce que je peux améliorer? C'est l'ensemble de tout ça, au fait. Et tout ça passe dans votre tête pendant que vous êtes en train de combattre. Ouais. Pendant que vous combattez, il y a 1000 choses qui se passent dans votre tête. Est-ce que vous pensez au public? Les cris sont importants pour vous à ce moment? Non, parfois on peut les entendre, mais ça ne veut rien dire. Parfois c'est même difficile d'entendre les coachs qui sont plus proches. Oui. Il est arrivé des fois, on est venu vous rappeler, on a sifflé là-bas, on a sonné là-bas, Francis. C'est ce que vous voulez nous dire? Non, j'ai dit les coachs. Les coachs? Les coachs. Ah d'accord, pas les cloches. D'accord. Au 4e round, on s'est dit, la victoire est dans la poche, Francis. Oui, à la fin du 3e round, je lui ai regardé dans les yeux et son âme n'était plus dans le corps. Le corps était présent, mais l'âme n'y était plus. Et là, j'ai su qu'il avait perdu. Et vous êtes parti au 5e. Non, nous, au Cameroun, on s'est dit, mais Francis, comment est-ce qu'on est arrivé au 5e? On avait peur. C'est le combat, parce que c'est prévu pour 5 rounds. Et on arrive au 5e round, le combat continue, normalement, et après, on siffle la fin.
Non, à la fin, je sais que j'ai gagné. Oui, puisqu'on vous a vu déjà commencer à jubiler comme ça. Oui, je savais que j'avais gagné, puisque dans ma tête, je suivais l'évolution du combat. Je jouais, je savais que je ne pouvais pas. Il était difficile pour moi de lui mettre KO, surtout après les 2 premiers rounds, et que je ne devais pas chercher ce KO. Je risquais de me vider de mon énergie et de me retrouver en mauvaise posture au cours du combat. Alors, j'ai donc décidé de jouer sur la durée, jouer sur la position, la résistance, aller jusqu'à la fin, mais gagner le combat. Et nous donner cette belle victoire. Et tout le Cameroun, y compris tout le personnel de Kinon, était debout à crier « Waouh, bravo Francis !» Et on était très heureux et très contents. Et c'est déjà la gestuelle de Francis qui nous a fait comprendre qu'effectivement, on avait de quoi jubiler. On attendait que, je veux dire quoi, la voix de ces arbitres-là, on attendait de voir la main de Francis levée haut pour dire que c'est lui le gagnant. Ouais, bon, après, c'est vrai qu'il ne faut jamais donner la chance aux juges tant qu'on peut, mais quand on n'a pas pu, les juges y décident. Mais quand c'est flagrant, c'est flagrant. Ouais. Donc, à la fin, je savais. Et j'étais très, très content. Je pense que ce fut le combat le plus important pour moi parce que ce fut le combat le plus difficile en même temps. Parce que je ne combattais pas qu'un seul adversaire ce soir. Je combattais plusieurs adversaires. Je combattais tout un système. Je combattais moi-même. Je me combattais moi-même. Je combattais mon adversaire. C'était... Oui, ça on l'a vu. Et enfin, ce qu'il fallait a été fait. Donc c'est pour ça qu'on va applaudir. Mais applaudissons pour Francis ici. Francis, on était très contents, très contents. Peu importe ce qu'il y avait derrière, ça on le sait à travers des vidéos que nous avons eu à voir sur la toile. Par exemple... Et moi aussi j'étais très content. Surtout, puisque cette préparation ne fut pas facile, pas du tout. C'était très compliqué. Et surtout avec les médias du côté de la France qui ont certains ont transformé cette histoire et la présentaient très mal. Mais là, j'ai vu le soutien des Camerounais. Et d'ailleurs, à la fin du 2e round, je me disais, mais non, ça ne peut pas se passer comme ça. Quand même, il ne faut pas que je les abandonne là. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Il faut que ça change. Tu vois, parce que là, je savais que je combattais plus que pour moi. Ce n'était plus que mon combat à moi seul, non. C'était pour tout un continent, tout un peuple, tout un pays. Est-ce que vous aviez conscience qu'à Batié, parce qu'on regardait ça sur une chaîne qui avait envoyé quand même une équipe sur le terrain à Batié. Ouais. À Batié, on n'a pas dormi, on avait planté le décor, il y avait les tentes, le chef. Oui, ils étaient à la fondation Francis Ngannou. C'est là où on a mis l'écran géant pour le combat. Personne n'a dormi. Vous aviez conscience de ça, Francis? Oui. Et à ce moment, vous vous êtes dit, à Batié, là, on doit... Qu'est-ce qu'on va dire? On pense à... Non, bon, tu ne penses pas... tu penses un peu au général. Tu te dis, mais ceux qui me soutiennent, ceux qui comptent sur moi, là, je dois me battre pour eux, quoi. Même si pour moi, c'est pas... Et ça donne une autre énergie. Ça galvanise. Oui, ça donne une autre énergie. Donc, et nous? Et c'est souvent ce que je dis, c'est que parfois, la victoire dépend de la raison du combat. Ouais. C'est ça qui peut être souvent notre motivation. Pourquoi est-ce qu'on combat? Un homme qui combat pour sa vie, un homme qui combat pour sa famille, a plus de rage qu'un homme qui combat juste pour une victoire. Voilà, vous avez combattu, vous avez maintenu votre ceinture, parce qu'il faut le dire, vous étiez déjà tenant du titre. Quand vous descendiez dans l'arène, là, vous avez tout fait pour maintenir cette ceinture-là. Oui. Alors, et à la fin du match, vous êtes descendu vers le public, il y avait un Camerounais avec un drapeau. Oui. Vous le connaissiez ou bien c'était le fait je le connais très bien. Et il vous attendait tout content. Oui, il y avait... parce que ça se passait du côté ouest des États-Unis, qui est déjà très loin, même quand on est aux États-Unis. Et
Il n'y avait pas beaucoup de drapeaux camerounais dans la salle. Oui, mais au moins lui, il a pensé à ça. Bon, pour une fois qu'on voit quelques drapeaux camerounais, on est content. Et vous avez foncé, là, oui. Vous avez attrapé le drapeau. Ouais. Non, mais Ça m'est déjà arrivé 2 fois. Une fois, c'était à Phoenix, quand j'ai combattu là-bas en 2019. Il y avait une fille, parce que Phoenix, c'est une ville de latino et je combattais un Mexicain. Donc, je me faisais huer dessus. Et à la fin, j'ai gagné ce combat en 25 secondes. Il y avait une fille loin sur les gradins, avec un drapeau camerounais. C'était la seule dans la salle. J'ai dit, appelez-moi cette fille. On a dit, j'ai dit, appelez-moi cette fille. C'est ma soirée ou c'est pas ma soirée. Et on est allé la chercher avec le drapeau. C'était une Camerounaise? C'était une Camerounaise. Oh non. Elle devait être heureuse. Ouais, bah moi elle était venue vous soutenir. Moi aussi, j'étais content. Ouais, ça fait la fête là-bas avec 2 Camerounais. Mais bon, vous nous avez représenté. Alors, maintenant, la ceinture, même si on se demande, mais où est cette ceinture? La ceinture est où, Francis? C'est mon pantalon. Oh non. Ben on va la voir, on peut la voir après, après l'émission, à la fin de l'émission, Francis. Bon, ok. C'est moi la ceinture n'est qu'un objet. Voilà, ok. C'est ce qu'elle représente qui fait de ça, qui donne de la valeur à ça. Vous ne l'avez pas laissé à André Onana, c'est lui le gardien des Lions, parce que quand lui il a eu la ceinture, il n'a pas voulu la lâcher en fait. Ça fait le tour des réseaux sociaux. Ouais, non, c'était galvanisant, c'était quand même motivant. Bon, maintenant, dites-nous, qu'est-ce qu'on gagne quand on réussit un combat comme celui-là? Les Camerounais sont curieux, tout le monde veut savoir. Il y en a qui disaient même, il faut nous confirmer, que ça faisait combien de millions par seconde? Le jour où ils m'apporteront les bulletins de paye, je les dirai combien non, je gagne. Francis, non. Combien est-ce que vous gagnez? Non, mais... ok, d'accord. C'est vous qui répondez aux questions. Vous le dites. Ok. Mais il paraît que c'est une histoire de beaucoup de millions d'euros. À chacun sa théorie. Donc ça, vous ne dites pas. Hein? Parce que c'est pas utile déjà. Ou alors parce que c'est votre bulletin. Non, c'est pas utile. C'est votre salaire. Oui, déjà c'est mon salaire, mais c'est pas utile. Pour qui? Pour les téléspectateurs qui sont curieux de savoir? Oui, pour celui qui est curieux de savoir. Ok, maintenant on va pousser encore notre curiosité plus loin, Francis, avec votre permission. Okay. Il y avait beaucoup de problèmes, comme vous l'avez dit, autour avant le combat. Oui. Et on a vu même sur une vidéo qui circulait sur la toile que vous n'avez pas salué votre vis-à-vis lors de la conférence, je ne sais pas trop quoi. Non, ce n'était pas lors de la conférence, c'était c'était à New York, au Madison Square Garden. Il y avait un événement là-bas. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous oppose? Qu'est-ce qui vous opposait? Parce que Tchatchori, le Congo-San, on se dit que le Congo-San, ça se limite seulement au Cameroun. Quel est le problème, Francis? Non, personnellement, j'ai aucun problème. Mais figurez-vous que dans la vie, quand vous réussissez, vous aurez toujours des problèmes. Ça, c'est inévitable. Donc, sur ce coup-là, je pense que mon problème est lié à ma réussite. Parce que si j'avais échoué, je n'aurais pas eu ces problèmes. Ça va de pair, la réussite et les problèmes. Il paraît que même n'ayant pas salué, ça a toujours fait problème. Et vous êtes contenté du fait que... Quand le problème arrive, ça arrive. Tous les prétextes sont bons pour faire des problèmes. Ça, c'est une histoire de jalousie? Toujours? Ça, je ne sais pas, mais je sais que déjà, ça, c'était une scène qui avait été prévue parce que initialement, je ne devais pas passer par là. La fille a reçu un appel sur sa radio qui lui a dit de nous ramener, faire autre tour. Et c'est en passant là que les caméras étaient prêtes à filmer cette scène. Et j'ai vu, j'y étais déjà dedans. Alors, j'avais que quelques secondes pour prendre une décision, quoi faire de bon. Jouer l'hypocrite, faire semblant, ça ne me convient pas, j'arrive pas. Donc, vous avez fait le choix de ne rien dire. Oui, j'ai fait le choix de ne rien dire. Mais sauf ce qui était un bon choix. Sauf que même après, on vous a reproché le fait de n'avoir rien dit, comme une impolitesse. Bah, ça, c'est pas mon problème, je m'en fous. Je fais ce que je pense qui est bien, je prends des décisions sur l'instant. Et parfois, elle peut être mauvaise. Je ne dis pas que celle-ci a été mauvaise, mais elle peut être mauvaise, mais on l'assume, c'est comme ça. La vie est ainsi faite.
Francis, vous êtes l'un des prédateurs qui a le coup de poing qui pèse le plus au monde. C'est ce qu'on nous a fait savoir. Et on se demandait, c'est vrai? C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'ils ont dit. Et avec quoi on a pesé ça? Le cube à poing. Il y a une machine qui est un cube qui est accroché au mur et derrière il y a des senseurs qui captent l'impact quand on frappe sur le cube. Du coup, ça capte l'impact et ça affiche la puissance. Donc vous avez frappé le vôtre et ça s'est affiché comme étant le coup de poing qui pèse le plus au monde. Ouais, bon, peut-être parce que tout le monde n'a pas encore frappé, parce que je suis sûr que si tous les Camerounais avaient frappé, je ne serais peut-être pas parmi les 10 premiers. Mais il est modeste quand même. Ça, c'est une expression, c'est une preuve de beaucoup d'humilité de votre part. Non, c'est vrai, je pense pas. Je pense juste que je suis là où je suis parce que certains n'ont pas n'ont pas eu la chance. C'est que je ne serais peut-être pas là. Voilà, donc moi je pense qu'il est très humble. Il est d'une maturité aussi d'esprit incroyable, c'est pour ça qu'il dit ce qu'il dit. Alors, Francis Ngannou, est-ce que votre vie a changé depuis le 23 janvier, une fois encore? Votre mode de vie, votre façon d'être, on vous sait, on vous connaît comme quelqu'un qui est toujours en train de manger les beignets haricots auprès de sa maman quand il rentre avec la ceinture à Batié, auprès du feu, Francis Ngannou. Ma vie n'a pas changé. Hein. En fait, pas depuis le 23. C'est vrai que depuis longtemps, je me bats pour que ma vie change et ça change petit à petit. Mais bon, là, faut pas trop s'enflammer. Depuis le 23, les choses n'ont pas beaucoup changé. Quoique j'ai pris une bonne position, même au milieu des combattants, au sein de l'organisation, parce que je me suis battu non seulement pour un combat, mais pour une cause. Donc, ce qui m'a un peu mis sur une position d'avocat. Oui, ici, un peu comme l'avocat des combattants. J'ai eu des combattants qui m'ont beaucoup félicité. Et ça, même discrètement, parce qu'ils ont très peur que même l'organisation se rende compte qu'ils soutiennent ma cause et voilà, s'énervent contre eux. Mais ils te soutiennent quand même, disent on aime ce que tu fais, on aime que tu te battes pour la juste cause, on aime ceci et reste... On est derrière toi. D'accord. Bon, alors, ils sont derrière moi que dans les champs. Dans l'ombre, il ne veut pas s'afficher. Alors, vous avez mangé les beignets haricots depuis que vous êtes là? Oui. Oui, ça vous adorez, Francis. Et vous adorez les beignets haricots? Je pense que j'adore tous nos mets ici. Ouais. Parce que tous nos mets, j'ai mangé le beignet haricots, j'ai mangé le héros, j'ai mangé le coq. Je n'ai pas encore mangé le pilet. Filet avec quoi? Des pommes de terre ou bien des plantains mûrs? Ou macabo? Pommes de terre de préférence. Macabo, je préfère comme accompagnement de légumes ou de ndolé, un peu des trucs comme ça. Plantain mûr, accompagnement de mets de pistache ou le coquille. Oh là là, ça dit quand vous êtes au Cameroun, je me souviens lors de la dernière émission que nous avons fait avec vous à Dimanche avec vous. Alors là, les gens étaient très contents de vous entendre dire que vous aimez vraiment les mets de chez nous et que quand vous êtes au pays, vous vous sentez mieux. Oui, parce que ces 3 derniers mois, j'ai pratiquement rien mangé. Il fallait que je me soumette à un régime alimentaire strict parce que j'avais un objectif. Il fallait que j'arrive au combat au plus léger possible pour être plus endurant parce que je savais que ce combat pouvait aller au cinquième round. Donc, il faut faire tout le nécessaire pour être endurant et répondre encore présent au 5e round. Donc, tout ça, ça demande beaucoup de discipline, beaucoup alimentaire, tout quoi. Alors, on vous a vu dans la tanière des Lions, c'est que la CAN 2021 s'est jouée au Cameroun et vous avez joué la vôtre avant et vous avez gagné avec brio cette ceinture. Et quand vous avez appris que les Lions étaient en quart, je veux dire quoi, en demi-finale, vous avez fait une vidéo. Oui.
Bon, déjà, je suivais depuis le début et c'était un parcours, ils ont quand même fait un parcours extraordinaire, même si on n'est pas rentré avec la coupe, on est quand même rentré avec une belle équipe et l'espoir. Je pense que ça fait longtemps que les Camerounais n'ont pas eu espoir en leur équipe comme cette année. Donc ça, c'était galvanisant et je pense que depuis le début, nous tous, on a vu ça. Et aussi avec l'arrivée de Samuel Eto'o-Fils à la tête de la fédération, on s'est senti un peu, on a senti la renaissance du football camerounais. Et là, pour une première sortie, c'était très, très, très bien. Voilà, d'accord. C'était excellent. Est-ce que c'est ça qui a précipité votre voyage ici? Parce qu'on vous a vu au stade? Oui, j'avais prévu, je me voyais à la finale avec les Lions, pour supporter les Lions. Pour soutenir les Lions, Ouais. accompagner les Lions. Ouais. Et c'est ce que vous avez fait, c'était un rêve et vous l'avez réalisé. Comment vous êtes entré en contact avec les Lions? Comment est-ce que vous êtes rentré dans la tanière des Lions? Ça a été facile, ça a été compliqué? Non, une amie nous a mis en contact. Avec le coach, avec... Salomon Olembe. D'accord. Salomon Olembe, Claudel Yungang de MTN. Oui, je pense que, oui, en fait, c'était elle qui était en relation. Qui a géré, avec, comme on dit au Cameroun, voilà, qui a géré ça. Qui a managé ça. Ah ouais, ça c'est le mot. To manage it. Ouais. Ouais. Oui, elle a su bien manager. Ouais. Et elle a dit, Francis, c'est bon, tu peux venir. Vous pouvez venir. Oui, au fait, elle m'a demandé si je veux et quand est-ce que je peux et tout ça. Et elle a managé comme Et ça s'est bien passé, vous avez dit, ok, d'accord. Oui, ça s'est bien passé. Surtout que beaucoup d'entre eux, on se connaissait déjà, on se parlait déjà, mais qu'on ne s'était pas encore rencontrés. J'ai déjà rencontré certains, mais pas d'autres. Et là, j'ai eu l'occasion de rencontrer un bon nombre d'entre eux en personne. Aboubacar Vincent, vous vous connaissiez avant? Non, mais on s'est déjà parlé on se parlait souvent sur Instagram, mais là on s'est rencontrés dans la tanière et même avant-hier on a dîné ensemble, on a passé une bonne soirée, donc ouais, très le fameux Aboubacar. Ouais, il a vraiment fait plaisir aux Camerounais et il a joué sa canne à fond la caisse et voilà, tout le monde est content. Meilleur buteur. 8 buts en ce qui n'a pas. C'est un espoir en fait. Ouais, depuis 1974, ça n'a pas existé en Coupe d'Afrique des Nations, donc il fallait le faire. Chapeau quoi. Ouais. Et maintenant, j'ai vu les photos sur la toile avec les Lions, quand vous êtes entré à la tanière avec cette ceinture-là. Racontez-nous comment ça s'est passé, comment ils ont accueilli, puisque nous on n'était pas là, dites-nous. Bon, ils étaient contents, moi aussi, au fait nous étions contents. Et sachant que même avant mon combat, les Lions m'ont envoyé une vidéo qui m'a beaucoup fait plaisir pour me soutenir. Ils étaient ensemble ou bien? Oui, ils étaient ensemble, ils ont fait une vidéo de groupe pour me soutenir pour mon combat. Alors, ce genre de choses, ça fait plaisir. Donc, bien que je n'étais pas là, j'étais le 12e joueur. Quoi. Oui. Mais c'était une très belle ambiance. Alors, très, très bonne ambiance. Ok. Mike Tyson, vous avez, c'est vrai au Cameroun, avant de partir, on ne va pas revenir sur le passé parce que le temps qu'on a n'est pas assez. Avant de partir du Cameroun, c'est vrai que vous avez une passion pour la boxe. D'ailleurs, vous avez commencé par cela avant d'entrer au MMA. Vous avez des idoles, vous avez des personnes qui vous fascinaient. Alors, Mike Tyson, parlez-nous un peu de ce monsieur, de cette grande icône, de cette grande figure, cette légende. Mike Tyson, c'est une personnalité à part entière. Il est juste Mike Tyson. J'ai eu l'opportunité de le rencontrer à plusieurs reprises parce que je suis allé à son podcast 3 fois déjà. Maintenant, on comprend. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Il est un peu impulsif, lui. Il est impulsif, c'est-à-dire, il gronde, il crie. Je vais dire agressif, même dans sa façon de parler. Quand Mike Tyson te dit ce qu'il faut faire, des décisions qu'il faut prendre, tu te dis, je ne suis pas sûr de ça, Mike. Je pense qu'il y a meilleure façon de faire quoi. Allez-y un peu comme lui en anglais, imitez-le un peu, on veut voir ce que ça donne.
En anglais, oui. Je sais que vous parlez très bien anglais. Avec la gestuelle et le ton. Je ne sais pas ça. Non, je ne sais pas, je ne suis pas comédien, je sais non, pas mais imiter. attends, c'est votre vis-à-vis. Ouais, bah, et c'est votre mentor, on va dire ça comme ça. Vous ne savez pas imiter. Essayez je sais pas. Essayez un peu. Un peu, pas beaucoup, un peu. Je ne sais pas. I want to say, qu'est-ce que tu dis en anglais? Parlez en anglais un peu. Il va dire un truc, par exemple... No, you tell this motherfucker to get your money. You don't fight there. If you tell him, say what I did. Et très catégorique, très agressif. Tu te dis, wow, Mike, calme-toi. Calm down, Mike. Hold on a minute. Il est un peu... Le comportement de boxeur, quoi. C'est un boxeur, on donne des coups. Non, c'est pas comportement de boxeur. C'est quoi le comportement de boxeur? C'est quoi ce cliché? Ah bon? Puisque c'est la boxe, c'est la force. Vous non, c'est pas... pas... La boxe, c'est une profession. C'est pas comportement de boxeur. Je suis sûr que quand vous sortez d'ici, vous n'avez pas le comportement de journaliste. Non. vous tenez bien une conversation sans toutefois interrompre les gens. Interviewer. Oui, non. tout à fait. Interviewer. Donc, non. Mais on est tous boxeurs. Peut-être pas à la même échelle, mais il est un peu particulier. Mais qu'est-ce que vous aimez en lui alors? Déjà, j'aime sa personnalité. J'aime le fait que il ne suit pas trop ce qu'on dit et il fait les choses selon sa volonté parce qu'au final, c'est ce qui compte. Quand on réussit ou quand on échoue, que ce soit de notre propre initiative, que ce soit nos idées, et même si on échoue de nos idées, on apprend de ça. Mais quand on réussit, quand notre réussite est basée sur l'idée de l'autre, on n'a pas quand même vraiment réussi. Parce que même quand le jour où cette personne n'y sera plus, on risque de s'écrouler. Et lui, là, il est dans son monde, il croit en son truc et il le met en pratique. Mis à part le fait qu'il est un boxeur exceptionnel pour un poids lourd, parce que je le dis toujours, pour moi, niveau technique et tout ça, pratique, Mike Tyson est le meilleur boxeur de tous les temps. On peut discuter avec Mohamed Ali, mais je pense que le fait que Mohamed Ali est une légende parce qu'il s'est battu pour une cause noble, pour une cause qui était au-delà du sport en lui-même. Je pense que c'est ça qui a fait de Mohamed Ali une légende, mais en termes de boxe, purement parlant, moi c'est Mike Tyson. Mike Tyson. Il était présent à votre combat? J'ai cru voir, oui, j'ai cru voir quelqu'un. Il était là. Ouais. Avant le combat, vous avez échangé, vous avez discuté? Non, je ne l'ai pas vu avant le combat. Mais est-ce que quelques semaines avant, vous avez échangé? Non, il m'a envoyé des trucs sur Twitter, des encouragements, mais on ne s'est pas échangé. Il vous a confirmé sa présence ce jour-là, ou bien vous saviez de façon automatique qu'il allait être là? Non, je ne savais pas. Au fait, déjà, lui-même c'est un combattant et il sait que ça, toi tu as la tête au combat. Tu n'es pas là pour... Tu ne vas pas trop gérer les gens qui sont présents. Tu ne calcules pas. Au fait, tu fais abstraction à tout ce qui est là et tu as une seule personne dans la salle. Bien que c'est une salle remplie de 20, 30 000 personnes. Il y avait du monde. Il y a une seule personne. C'est celui qui est en face de toi. Et vous l'avez vu après le combat, c'est ça? Je l'ai aperçu. Je ne l'ai pas vraiment vu. Vous ne l'avez pas approché parce qu'après, on m'a tiré, on m'a amené chez les médecins et les interviews et les ceci. Et le temps de sortir de là, il était 1 heure. Quoi. Il était 1 heure. Ouais. C'est-à-dire, bon, heure du Cameroun, on était à 6 heures. Bon, disons, il était 10 heures. Oui, quand vous aviez commencé. Ah, il était 10 heures du Cameroun, mais 1 heure du matin là-bas. Oui, parce qu'il y a 9 heures d'écart. D'accord, on a eu le temps de penser un peu quelques petites douleurs, des petits bobos, Francis? Non, je n'ai pas eu de bobos à penser, au fait, parce que je n'avais pas de blessures. Oui, des blessures apparentes. Oui, ouvertes, en fait. Oui. Ça veut dire qu'il y a parfois des blessures, à quel niveau? Dites-nous un peu. Bon, déjà mon genou. Oui, ça, c'était déjà un fait. Voilà. Mis à part ça. Des douleurs au tibia. Oui, puisqu'à un moment donné, on l'a vu prendre votre tibia, je ne sais pas. Non, c'était la cheville. La cheville? Oui, non, mais les tibias, parce que quand il kick ou que quand tu kicks, ça fait des douleurs. Vous appelez ça quoi, kicker? Oui, kicker, les coups de pied. Ah, les coups de pied, ou kicker, en fait. Ouais. Ça, c'est kicker. C'est kicker. Ah ben, c'est soft, hein, c'est cool, hein, kicker.
Bah, mais je trouve cool et sexy en fait. Kické. Donc ce qu'on fait de la pomme, c'est kické en fait. Oui. Ah ben c'est soft, moi je trouve ça très cool. Et après à un moment donné, tiens votre cheville, c'était la cheville. Oui, Des c'était signes la dessus, cheville. très fort. Ouais. Là c'est douloureux. Non, C'est pas douloureux? parce que je connaissais cette technique, et je savais que c'est l'une de ses spécialités et je savais comment contrer cette technique. Alors je m'étais rassuré juste qu'il ne contrôle pas ma hanche. Du coup, il n'avait pas l'axe de ma cheville, donc j'avais la possibilité de roter. J'avais encore, il serrait déjà fort, alors que j'avais plus de 90 degrés de rotation. Donc, Ça vous fait sourire ou quoi? Ça ne fait pas sourire non plus? non, ça ne me faisait pas sourire, mais je ne ressentais pas. Mais ça me faisait plaisir, au fait, parce que en ce moment du combat, on était tous les deux fatigués. Et je savais que là, il devait en quelque sorte avoir espoir et s'épuiser sur cette pression, mettre toute son énergie. Et une fois qu'il va lâcher, je vais prendre le dessus. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a eu le malheur de lever la jambe, c'est ça? Et vous l'avez récupéré une fois? Non, Et frappé au sol. déjà qu'il ait donné toute son énergie sur cette action qui n'était pas bien exécutée. C'était ça, Alors la à la fin de son action, il est un peu épuisé. Il a contracté pendant plusieurs secondes et ayant espoir que c'était la fin, ça pouvait être sa victoire. Voilà. Donc dès qu'il Et lâche, quand il voit ça s'envoler, il y a le désespoir, la fatigue et le désespoir qui s'installent dans sa tête. Il se dit, oh. et là vous prenez le dessus. C'est cet instant-là, le moment du oh, quand que tu prends le dessus. Et vous dites, comme on dit au Cameroun, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure, petit. Tu vas confirmer. Et vous l'avez donc récupéré. Vous avez revu les photos, Francis? Les photos, oui. Les deux jambes de Cyril en l'air, là? Ouais, Mais ça, si c'est gentil aussi, un père de... On dit au Cameroun que parfois tu es mauvais. C'est vrai, c'est le combat. C'est juste mauvais. Mais on voit Francis porter un père comme ça, voyez aller les deux pieds comme ça. Il faisait quoi là-bas? Je crois qu'il était venu prêcher. Et au sol, bim! C'est un combat. S'il avait pu faire mieux, même pire que ça, il l'aurait fait. Ça fait partie du combat. Vous avez revu, Cette action-là était violente. Hein. Je pense que je me suis fait mal à la côte. Quand vous l'avez frappé au sol? Oui. Parce qu'il pèse quand même. Hein? Non, je suis tombé sur lui. Ah oui, Oui. oui. Donc quand vous l'avez... Oui, c'est vrai, vous l'avez frappé au sol, vous êtes tombé pour le maintenir au sol. Oui. Oui, alors c'est pas aussi facile de maintenir un monsieur qui est aussi plus gros que vous, on va dire ça Oui, physiquement. ça demande beaucoup d'énergie. Alors du coup, l'expérience fait qu'on n'applique pas toute sa force pour maintenir quelqu'un au sol. Parce que tu ne peux pas forcer quelqu'un au sol si tu es une personne entraînée pendant 5 minutes. Avec la force, tu vas t'épuiser. Tu peux serrer que quelques secondes, mais pas pendant 1 minute. Alors, ça se joue sur des petites techniques, des petits fauchages. Tu casses tu casses son équilibre. Et parfois, au lieu de trop t'épuiser, en essayant de le maintenir au sol ou sur une position, tu lui laisses revenir. Au moins, tu gardes ton énergie. C'est très technique, on va dire ça, comme ça. Alors, quel est le souvenir, quel commentaire vous pouvez poser face à ce type d'adversaire comme Cyril Gane le Français? Comment ça? Quelle est la lecture, après le combat, quel est le commentaire que vous pouvez faire sur votre adversaire? Il a été courageux, il a été dur, c'est le plus difficile de votre carrière? Non, pas le plus difficile, mais c'était... Hein? C'était un détail, c'était un dur à cuire, comme on dit, de façon triviale. Oui, c'est un très très bon combattant. Et je pense que si je n'avais pas été là, il serait champion à l'heure où il est. Si vous n'avez pas été le plus fort, c'est ce que vous voulez dire? Oui. Ouais. Si je n'avais pas été là, il aurait été champion à l'heure où... Mais bon, je suis là. Bravo, on est pour notre fierté, pour notre grande c'est un très bon combattant qui a de l'avenir. Et je pense que si je reste à l'UFC, nos chemins vont se croiser parce que je suis persuadé qu'il va rester au top de la catégorie. Et si ça se croise encore? Je pense que le jour-là, j'aurai pas mal au pied et le résultat va être pareil, quoi. Vous pensez arriver au 5e round encore, non?
Je ne pense pas au fait. Je prends ce qui arrive dans un combat. Bien que j'aimerais gagner au premier round ou au deuxième, je prends ce qui arrive. Je pense que j'ai commis l'erreur une fois de vouloir gagner forcément au premier round et ça ne s'est pas bien passé pour moi. C'est avec quand lui j'ai combattu. Non, lui. avec Stipe. Ah, d'accord. Avec Stipe en 2018 quand j'ai combattu pour la ceinture la première fois. C'est la seule fois de ma vie où je suis allé au combat en cherchant un KO. Ça ne s'est pas bien passé. Les autres fois, ça arrive. Ouais. Donc, moi, je pars sur la base où le combat, ça peut durer 5 minutes et que j'aurai les moyens nécessaires pour répondre. On va dire que ça va faire la 17e victoire contre 3 défaites, c'est ça? Oui. Oui, pour Francis Ngannou. Il s'est dit, ah ben je suis le plus fort, je suis. C'est quoi le secret de Francis? Plus fort, c'est quand on gagne un combat qu'on est fort. Mais quand on prépare un combat, on n'est pas fort. Parce qu'à partir du moment où tu crois que tu es plus fort, c'est la chute. Et c'est même, je pense qu'à chaque combat, il faut l'aborder comme si tu étais le moins fort. Et ça te pousse à mieux travailler et venir au combat le plus près. Alors, votre maman, on l'a vu la première fois que vous avez pris la ceinture. Là, on était en 2020. C'est en 2020, là? Non, 2021. Non, le combat était en 2022. L'autre ceinture, c'était en 2020. 2021. 21, là, le temps passe vite. Hein? C'était un an. Oui, il y a un an seulement. Voilà. À peine un an. À peine. Ouais. Que le temps passe vite. Hein? Bon, d'accord. On a vu lorsque vous êtes arrivé au Cameroun, la présence de votre maman à vos côtés et la ceinture sur ses épaules. Et d'aucuns m'ont demandé, c'est vrai que moi je sais, on demandait, où est le papa? Dites au Camerounais, où est le papa? Pourquoi c'est la maman? Il y a quelques mois, j'ai fait un post des 20 ans d'anniversaire de mon père. Ça fait 20 ans qu'il est décédé. Ouais. Le 4 novembre, j'ai même fait un post sur Instagram et Facebook pour rendre hommage à ses 20 ans. Alors, maman qui a célébré cette belle victoire avec son... Moi, j'aimais bien la façon dont elle était assise avec cette ceinture. Alors, maman, il fallait bien le faire, Francis, pour vous? Pour vous, c'était important, il fallait bien le faire? Parce qu'on voit des hommes qui arrivent... C'est quoi, faire célébrer ou... Non, on voit des hommes qui arrivent, c'est plutôt l'épouse ou bien la femme qui a la ceinture. Ça veut dire quoi, Francis? Il a encore un cœur à prendre ou bien? Non. Le cœur est déjà bien pris. Mon cœur est bien pris. Voilà, que les autres ne rêvaient plus. Donc voilà, le cœur est bien pris là, c'est bon là. Vous avez bien compris. Et maman, elle va bien, Francis? Très très bien, elle va mieux que jamais. Vous êtes déjà arrivé à Batia depuis que vous êtes là? Elle est à Yaoundé, on était ensemble. Elle est venue me chercher à l'aéroport. Oui. Elle a encore pris la ceinture pour une fois? Bon, disons que elle a déjà eu la ceinture. C'est resté dans sa cuisine, dans sa maison, partout. Ça n'a plus le même effet. La victoire est plus importante que la ceinture. Alors, dis-nous, Francis, chaque année une ceinture ou bien c'est une ceinture qu'on prend, on met et on repart? Qu'est-ce que ça se passe comment? Il y a une plaque sur la ceinture et à chaque victoire, chaque défense, on doit remettre la date et un rubis dessus. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous retournez la ceinture ou pas? Non, vous avez une ceinture, mais vous retournez la plaque et on remet la date et le rubis. C'est la plaque brillante là, ce qu'on voit. Il y a une plaque à côté avec le drapeau, le nom, le jour du combat et le nombre de fois dont vous êtes champion. Donc là, ils sont en train de mettre le deuxième rubis. D'accord. Ok, voilà, je crois que c'est clair. C'est clair pour tout le monde. Maintenant, on a compris. Que devient la fondation de Francis Ngannou? La fondation existe et aujourd'hui, tout à l'heure, là, j'étais en train de discuter de ça avec des éventuels partenaires, sponsors qui vont nous aider à élargir et avancer avec nos projets, nos nombreux projets. Oui, parlant de projets, il faut dire qu'il y a la construction des salles. Il y a la construction des salles, surtout depuis presque 2 ans maintenant. Oui, que le chantier a été lancé. Non, on essaie de travailler sur un local avec les autorités de Boya pour trouver
un local pour installer la deuxième salle parce qu'on a déjà du matériel sur place. Ça c'est pas encore fait, mais Ça va se faire. ça va se faire. Alors, on a tout le matériel sur place déjà. Oui, les jeunes, à la dernière conférence de presse que vous avez organisée, on a vu des jeunes arriver que vous avez pris la peine d'encadrer. Ça se passe toujours bien avec eux? Ça se passe bien. Au fait, la fondation, elle est là et on a des encadreurs et c'est ouvert pour tous les jeunes à titre gratuit. La seule chose qu'on demande aux jeunes, c'est de respecter les autres enfants et les infrastructures. C'est logé où exactement? C'est à Batié? Oui, Voilà, c'est à Batié. Et c'est facile? Tout le monde peut aller là-bas, s'inscrire pour intégrer? Tout le monde peut aller, c'est gratuit. C'est gratuit? Ouais. Pour apprendre à boxer ou bien MMA? Tout ce qu'on peut offrir comme discipline. Déjà, c'est plus un centre social qu'une salle de sport. Bien qu'on fait du sport, on fait plus du sport, mais c'est un centre d'accueil, c'est un centre qui permet aux enfants de se regrouper dans un environnement convivial, d'être à l'aise entre eux et voilà. Donc là, par exemple, on essaie de faire une piscine publique et, comment on appelle ça, un auditorium, non, une salle informatique. Ouais, donc tout ça, ça entre dans la fondation. D'accord. On a eu dire que vous voulez faire la bourse. Oui, ça a toujours été mon rêve. J'ai commencé par la boxe et je finirai par la boxe. On peut dire quoi? Il y a un combat qui est en préparation ou alors Pas encore, mais ça va arriver. Mais pourquoi ce revirement? Pourquoi vous ne restez pas dans ce que vous faites déjà? Parce que même au départ, je devais faire la boxe et même le virement fut quand je suis allé au MMA. Mais initialement, le trajet, c'était pour la boxe. Donc là, c'est pas le revirement, c'est le rattrapement. C'est le rattrapement. Ouais, c'est un peu fort, hein? C'est le rattrapement. Ok, on reconnaît. Ça, c'est un Camerounais, en fait. D'accord. C'est le rattrapement. Et ça va se passer comment? Il faut s'entraîner, il faut trouver un coach. Comment ça va se passer? Ben oui, il faut s'entraîner, Esther. Il faut s'entraîner, c'est évident. Attends, est-ce qu'il n'y a qu'un pas à faire? C'est pas différent? Vous pensez, vous... C'est différent, mais c'est un peu différent. Mais il faut s'entraîner dans tous les deux cas. Même si c'était la même chose, il faut s'entraîner. Donc... Il y a plus d'argent là-bas que... Oui. Il y a plus d'argent. Oui, il y a plus d'argent. Donc c'est une affaire de beaucoup d'hommes. Oui, et là, je suis un peu foiré. Donc... je suis gaming. La galère me gère. Il faut aller chercher un peu d'argent. Ok, maintenant l'expérience UFC, MMA, quel commentaire aujourd'hui, Francis? Quand vous asseyez chez vous, vous regardez, vous faites un peu le film de votre vie, c'est vrai qu'on ne va plus rentrer dans le passé, on sait comment est-ce que vous avez fait pour rentrer, même s'il faut être rapide dans les, on va dire quoi, les récaps, partie de Batié, avoir pris la route, l'immigration clandestine. Alors permettez, je vais faire une parenthèse. Est-ce que vous avez vu la vidéo circuler de cette jeune Camerounaise qui est décédée au désert? Non, j'ai entendu parler de ça, j'ai pas vu cette vidéo. Vous n'avez pas vu cette vidéo? Bon, j'aimerais pas voir en tout cas. Pour quelqu'un qui a traversé ce désert? Ouais, ça ne rend pas ça moins difficile, quoi. C'est difficile, j'ai vu, je pense que j'en ai assez vu. La prison aussi? Bon, ça c'est pas grave, la prison, on ne meurt pas, quoi. Mais bon, tellement on fait la prison sur ce parcours qu'on s'y habitue. Hein. Parfois, on a même envie de se retrouver en prison. Comme ça, on a au moins où dormir, à l'abri du froid. Ou, je sais pas. Francis, si vous voyez un jeune qui dit « je vais emprunter la route, je vais faire comme Francis Ngannou », moi, je le déconseille, je lave mes mains. Vous pensez aujourd'hui que c'est un destin qui était tracé pour vous? Je pense que c'est une chance que j'ai eue déjà de sortir de là vivant. Et
Beaucoup n'ont pas eu cette chance. C'est une chance pour vous ou bien un destin? De quoi? De sortir de là vivant? Oui. Je crois que c'est un chemin. Dieu avait dit, comme on dit de façon... Généralement, Dieu avait dit que non, tu devais passer par là pour y réussir. Qu'est-ce que vous, quand vous asseyez, vous dites? Bah, je pense que ma vie fut un destin. Parce que mon passé, bien qu'il soit difficile, m'a conduit où je suis aujourd'hui. Raison pour laquelle je me dis toujours que même si j'avais la machine à remonter le temps, je ne changerai rien de mon passé. Parce que c'est ça qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Et sans ce passé, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Donc, je pense qu'on a tous notre destin. D'un autre côté, je pense également qu'on... C'est un peu compliqué comme sujet. D'un autre côté, je pense aussi qu'on est maître de son destin. C'est bizarre. Ouais, le paradoxe, c'est un peu compliqué d'expliquer. Ouais. Alors, votre oreille qui avait reçu le coup pour la première fois, lorsque vous allez vous essayer en bourse, ça va? Vous nous avez dit, ça va? Non, pas que mon oreille avait reçu le coup, mais je ressentais les coups. Chaque coup que je prenais, je ressentais. Mais oui, tout va bien. Tout va bien maintenant? Non, tout va bien. Ouais. Aujourd'hui, avec l'expérience, parfois, on ne se rend même plus compte. Des coups qu'on a pris il y a longtemps? Non, même pendant le combat, on ne se rend même pas compte des coups qu'on prend. Tout ce qui nous inquiète. Ouais, parce que la force, l'envie de gagner est au-dessus. Est au-dessus de tout. Et la seule chose qui me traverse l'esprit quand je prends un coup, c'est que, oh, il a marqué un point aux yeux des juges. C'est ça mon inquiétude. Ah, donc pendant que vous combattez, vous suivez quand même? Oui, parce que je combats pour gagner. Ah, d'accord. Donc à la fin, vous pouvez savoir si vous avez gagné ou pas. Ok, là c'est compris. Plus ou moins, pas avec certitude, à moins que ce soit l'écart est tellement grand comme mon combat. À la fin, je savais que j'avais gagné. Mais parfois, il arrive qu'on ne sait pas si on a gagné ou si on a perdu. Ok, vous allez nous parler de vos projets pour chuter et de nous dire comment est-ce que vous voyez après, parce qu'aujourd'hui, on sait que vous avez 35 ans, c'est ça? Oui, comment est-ce que vous voyez dans le futur? Est-ce que vous allez demeurer dans la bourse, dans les combats? Mais avant, il y a une belle parenthèse que je voulais faire pour vous dire, chaque fois que je vous vois, je pense à une phrase que vous m'avez dite lorsqu'on faisait l'émission. Je veux dire quoi, la chèvre qui broutait le carton dans le désert. Au Niger. Ah, c'était au Niger? Oui. C'est au Niger. Vous avez vu la chèvre manger la chèvre brûle le carton. C'est là où tu te dis que, là, je suis dans un autre monde. Ça ne va pas être facile. Je vais lire l'heure. Vous avez toujours eu votre courage, vous avez regardé droit, foncé vers l'objectif et vous êtes arrivé. Oui, mais c'est effrayant quand même. Par chance, là où vous êtes arrivé. On n'est pas Francis Ngannou pour rien, on est Francis Ngannou parce qu'on a combattu. On va donc chuter en vous demandant en quelques mots vos ambitions. Mes ambitions? Oui. Avec l'UFC. Là, il faut qu'on puisse s'entendre sur un contrat avec des bons thèmes parce que c'est ça nos discussions depuis 2 ans déjà. C'est ça le problème avec l'UFC, c'est contractuel, les thèmes du contrat où je ne suis pas d'accord avec, où je ne pense pas que c'est juste et que je ne signerai pas un autre contrat si ces thèmes sont pas, si ce problème n'est pas résolu. D'accord, c'est le problème de... Non, les thèmes. Ah, d'accord. Je ne parle pas des chiffres, je parle des thèmes du contrat. Je pense qu'on a quand même tous droit à la liberté, au respect et pour une personne à qui on donne tout, on a besoin qui s'engage aussi un peu pour nous. Ouais. Un peu de responsabilité. Alors, Francis Ngannou, on a remarqué, vous n'avez pas de tatouages comme les autres sur le ring. Je ne suis pas un grand fan de tatouages puisque je me suis toujours dit, j'ai peur des engagements. Donc, le tatouage, c'est comme un engagement parce que c'est pour la vie. Alors, il faut se rassurer qu'on aime parce que c'est encore le mariage, il y a le divorce plus tard quand ça ne marche pas, mais le tatouage, tu ne divorces pas. C'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare.
Ça, vous avez donc, ça veut dire que vous avez quand même pensé à ça? J'y ai pensé, mais je n'ai jamais vu. Et pour moi, si je me tatoue, il va falloir que ce soit quelque chose de très signifiant pour moi. Et je n'ai pas encore trouvé un truc aussi signifiant fort. pour que je le mette sur ma peau et que ça reste toute la vie, quoi. Et s'il fallait le faire, ça allait être sur quelle partie du corps, Francis? Je n'y ai pas encore pensé. Déjà, il faut savoir à quoi ça doit ressembler, ce que c'est. Est-ce que c'est un gros dessin? Est-ce que c'est juste un symbole? Est-ce que c'est deux mots? Je ne sais pas. Voilà. Je n'ai pas encore trouvé. Voilà. Et les muscles, là, quand on voit les muscles, on se dit, Francis Ngannou, les muscles des adversaires, ça ne fait pas peur. Est-ce que c'est par ici qu'on juge la force? Non, c'est pas les muscles qui combattent. C'est quoi alors? Bah, c'est l'homme, c'est le cerveau, c'est l'esprit. On peut avoir les plus gros muscles, mais si on n'a pas l'esprit de combativité, ça ne sert à rien, c'est inutile. Je me rappelle, au fait, il y a un entraîneur de boxe très célèbre, Teddy Atlas, il dit toujours le delivery system. Donc, comme quoi tu peux avoir une missile et ne pas avoir un bon... Tu peux avoir un bazooka et ne pas avoir un bon tireur, tu ne vas pas atteindre la cible. Alors, vaut mieux avoir un 9 mm et avoir un bon tireur, tu dois atteindre ta cible. Et c'est un peu ça avec les muscles. Tu peux avoir les plus beaux muscles, les plus gros muscles, mais ne pas avoir l'esprit pour combattre avec, pour utiliser ces muscles, ça ne va te servir à rien. Voilà. Merci Francis Ngannou, on est arrivé au terme de notre entretien. Merci du fond du cœur. On va dire merci du fond du cœur au Crystal Palace qui nous a abrité, qui nous a planté ce magnifique décor pour enregistrer cet entretien. On se dit au revoir et à très bientôt. Crystal Hotel 5 étoiles situé au Cameroun, c'est à Douala. Au revoir.